Je savais que ma grand-mère pouvait se réveiller, mais je voulais quand même qu'il reste avec moi. Alors, je l'ai étranglé. Je l'ai porté jusqu'à la chambre et j'ai fait comme s'il était vivant. Malgré son air inoffensif, un jeune homme renfermé et solitaire est devenu un tueur extrêmement violent. Monsieur Dahmer était quelqu'un de profondément perturbé. Il était par exemple convaincu que les personnes qu'il avait tuées continueraient de vivre à travers lui. Il séduit des hommes, les tue, puis les démembre. Jeffrey Dahmer conservait des parties de leur corps parce qu'il se sentait lié à eux. Et il voulait qu'ils restent avec lui pour toujours. Il a tenté d'assouvir ses pulsions sexuelles avec des mannequins de vitrine et des cadavres. Puis, il se met à droguer ses victimes qui, à aucun moment, ne se méfient de lui. Il voulait avoir un contrôle total sur ses partenaires. Ça lui permettait de les faire poser comme il voulait, et aussi de se livrer à tous les actes sexuels qu'il désirait avec eux, sans qu'ils opposent la moindre résistance. Et il se livre également à une pratique abominable. Dahmer voulait se sentir tout-puissant. Il cherchait à créer un véritable lien avec ces hommes. Et dans son esprit, le seul moyen d'y arriver, c'était de les ingérer. Il a inspiré de nombreux films, comme My Friend Dahmer. Plongé au cœur de l'histoire de Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. Ce tueur en série est-il né diabolique ou l'est-il devenu? Tout commence en 1960. Jeffrey est le premier fils de Joyce et Lionel Dahmer. C'est un enfant heureux et en bonne santé. Mais à l'âge de 4 ans, il est opéré d'une double hernie et son caractère change. Le garçon, autrefois sociable et enjoué, est maintenant maussade et renfermé. Il ne s'intéresse qu'aux cadavres en décomposition des animaux qu'il trouve au bord de la route. Il les dissèque et conserve les os pour sa collection morbide. À mon avis, il est très probable que la fascination de Jeffrey Dahmer pour la mort, les carcasses d'animaux et la dissection soit liée à l'éveil de sa sexualité. S'il était entouré de cadavres quand il a connu ses premières excitations, il a associé le plaisir sexuel à ces choses morbides. Ça s'est ancré dans son esprit et c'est ce qu'il a recherché plus tard. Ce processus s'est insinué en lui inconsciemment. Jeffrey Dahmer devient un adolescent très perturbé. Solitaire et marginal, il se réfugie dans l'alcool. Il cache des flasques dans son casier. Pour lui, c'est un remède. Chez lui, la situation n'est pas meilleure. Ses parents se disputent et le pavillon de banlieue, autrefois paisible, se transforme en champ de bataille. Dahmer était alcoolique, et ce depuis un très jeune âge. Or, quand une personne a un gros problème avec la drogue ou l'alcool dès l'adolescence, ça veut dire qu'elle est très perturbée. La prise de substances n'est que le symptôme d'un mal-être. Pour échapper à ces problèmes, Jeffrey Dahmer trouve refuge dans des fantasmes sexuels violents, de plus en plus morbides et délirants. À 15 ans, il est obsédé par un homme qui court torse nu et passe devant chez lui tous les jours. Déterminé à posséder son corps, l'adolescent se cache dans les buissons avec une batte de baseball et attend le jogger. Mais il n'a jamais réapparu. Ce qui excitait Dahmer sexuellement, c'était qu'un homme soit soumis, qu'il ne soit pas démonstratif, qu'il ne montre pas la même passion que lui éprouve. Quand Jeffrey Dahmer a 18 ans, ses parents quittent tous les deux la maison familiale, laissant leur fils aîné livré à lui-même. Pouvant désormais laisser libre cours à ses fantasmes, il roule au hasard dans les rues de la ville. C'est comme ça qu'il rencontre un autostoppeur, Steven Hicks, âgé de 18 ans. Il le ramène chez lui pour boire des bières, et quand son invité se lève pour partir,
Dahmer le frappe avec un haltère. Il a dû avoir une montée d'adrénaline après avoir frappé cet homme avec un haltère et regarder la vie s'échapper de son corps. Mais ensuite, il a été rattrapé par la réalité. Qu'allait-il faire du cadavre? Pris de panique et enfermé dans son délire, il a entrepris de faire ce qu'il maîtrisait le mieux. Il a commencé à le dépecer. Ébranlé par son premier meurtre, Jeffrey Dahmer parvient à contrôler ses pulsions meurtrières. Il entame des études, entre dans l'armée et se rend même à l'église avec sa grand-mère. Mais un jour, dans une bibliothèque, un homme le déstabilise avec une proposition à caractère sexuel. Soudain, après avoir réprimé pendant des années ses fantasmes violents, le monstre qui sommeille en lui se réveille. Cette proposition le prend complètement par surprise et le submerge. Ce petit mot a planté une graine qui s'est enracinée au plus profond de son inconscient et a fait remonter des souvenirs enfouis. Elle lui a rappelé Stephen Hicks et la seule expérience homosexuelle qu'il a eue dans sa vie, avec un cadavre. En novembre 1987, Dahmer loue une chambre dans un hôtel de la région. Au matin, il se réveille au milieu d'une scène d'horreur. À côté de lui se trouve le corps sans vie et tuméfié de Stephen Tuomi. Il ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé. Dans la panique, Dahmer enferme le cadavre dans une valise, puis le démembre chez sa grand-mère. C'est une histoire complètement hallucinante et c'est dingue qu'il n'ait pas été inquiété. Mais comme on dit, la chance est plus utile que la bonté. Et comparé à de nombreux tueurs en série, Jeffrey Dahmer a toujours eu beaucoup de chance. C'est son deuxième meurtre. Et cette fois, il a cédé à ses pulsions meurtrières. Le jeune homme solitaire et renfermé qu'il était a disparu. Dahmer est devenu un tueur en série psychopathe. Un prédateur habile et pervers qui découpe le corps de ses victimes pour son propre plaisir sexuel. Il a tout simplement renoncé. Il n'a plus essayé de résister. Après cette pause de 8 ans, il est devenu une véritable machine à tuer, hors de contrôle. 2 mois après son deuxième meurtre, Dahmer est à Milwaukee dans le Wisconsin. Il est en train de sortir d'un bar quand il repère James Dockstator, 14 ans. Ce garçon n'avait que 14 ans, pas 19 ou 20 ans. Il a probablement choisi James justement à cause de son âge, parce qu'il ne représentait pas une menace pour lui. C'est la seule raison valable. C'était la première fois depuis longtemps qu'il avait décidé de tuer quelqu'un et il a choisi un adolescent de 14 ans. C'était vraiment diabolique. Dahmer lui offre $50 et le ramène chez lui. Il s'arrange pour que sa grand-mère ne découvre pas qu'un homme l'accompagne. Vers 4 heures du matin, Dockstator dit à Dahmer qu'il doit partir. Mais le jeune homme ne supporte pas d'être abandonné une fois de plus. C'est à lui de décider quand le garçon aura le droit de s'en aller. Il prépare un dernier cocktail dans lequel il met des somnifères. L'adolescent s'endort. Et le tueur ne peut pas se retenir. James Dockstator est sa 3e victime. Dahmer descend le corps à la cave. Quelques heures plus tard, il prend le petit déjeuner avec sa grand-mère comme si de rien n'était et l'accompagne à l'église. Monsieur Dahmer était tiraillé. Une part de lui-même voulait être respectable, croire en Dieu et bien se conduire. Mais quand il perdait le contrôle, une autre voix prenait le dessus et lui suggérait que son destin était d'accomplir des choses diaboliques. Une partie de lui cherchait le salut et l'autre était incontrôlable. Il conserve le corps de James pendant 1 semaine. Au bout de quelques jours, sa grand-mère sent une odeur nauséabonde et en parle à son fils, Lionel. Le père de Jeffrey se déplace et découvre des bocaux remplis d'un liquide brun immonde. Lionel Dahmer est passé chez sa mère.
Il a jeté un œil à ses bocaux, a senti leur odeur horrible et il a demandé à son fils ce qu'il y avait dedans. Il a répondu qu'il faisait des expériences avec du poulet avarié. Mais quel homme adulte fait des expériences avec des poulets morts dans des bocaux juste pour voir ce qui se passe? La chair se transforme en une sorte de soupe noire. C'était une découverte répugnante et inquiétante. Le père de Jeffrey ne s'est peut-être pas alarmé parce que son fils aimait disséquer des animaux quand il était petit. Mais au fond de lui, je suis sûre qu'il s'est dit que quelque chose n'allait pas chez lui. À partir de ce moment, le mode opératoire de Dahmer est établi. À Milwaukee, dans le Wisconsin, il séduit un homme qu'il trouve attirant. Il l'endort avec une boisson contenant des somnifères réduits en poudre. Puis il l'étrangle et il l'utilise comme objet sexuel. C'est l'essence même de la sexualité de M. Dahmer. Normalement, la sexualité ne se réduit pas à l'excitation érotique. Elle englobe aussi le choix du partenaire avec qui on a envie de construire une relation. Et chez M. Dahmer, cette recherche d'intimité s'exprimait à travers le besoin de tisser des liens avec un cadavre. Et réciproquement, à cause de la nature de cette attirance, il ne cherchait pas à avoir des relations avec des hommes vivants. Il n'en ressentait pas le besoin. Deux mois plus tard, Jeffrey Dahmer frappe à nouveau. Cette fois-ci, la victime est Richard Guerrero, 23 ans. Richard Guerrero venait d'une famille équilibrée, aimante et très soudée. Mais ils étaient très pauvres. Une fois encore, ils se rencontrent dans un bar. Dahmer lui offre 50 $ pour qu'il passe la nuit avec lui. Et il rentre chez sa grand-mère. Richard n'avait que 3 $ en poche quand il a rencontré Dahmer. Alors quand il lui a proposé de gagner facilement 50 $, c'était forcément une offre très alléchante pour quelqu'un dans sa situation. Comme avec les précédents, Dahmer drogue Richard Guerrero, l'étrangle, puis le prend dans ses bras. Il se blottit contre sa quatrième victime comme si elle était toujours en vie et avait choisi de passer la nuit avec lui. Le lendemain matin, le cadavre reste dans le lit de Dahmer pendant qu'il prend son petit déjeuner avec sa grand-mère. Plus tard, il démembre le corps, mais conserve son crâne. Ne voyant pas Richard revenir, sa famille est bouleversée. Elle signale sa disparition à la police, publie des annonces dans les journaux locaux, engage un détective privé et a même recours à un médium. Mais les recherches restent vaines et personne ne soupçonne un tueur en série. À l'époque, les jeunes hommes voyageaient beaucoup. Ils montaient en voiture avec quelqu'un et partaient à l'aventure. Surtout quand ils ne faisaient pas d'études et n'avaient pas d'emploi stable. Mais en ce temps-là, pour contacter quelqu'un, il fallait l'appeler dans une cabine téléphonique ou le rejoindre où il était. À ce stade, Dahmer se conduit comme un véritable prédateur. Avant de se rendre à son travail de nuit, à la chocolaterie, il s'arrête dans les bars pour repérer des proies potentielles. Et puis, le samedi soir, il part à la chasse. Il passe à l'acte pendant que sa grand-mère dort et s'occupe du corps le dimanche, quand elle est à la messe. Dans les bars et dans la rue, Dahmer semble se fondre dans la masse. Il est souvent seul. Si beaucoup de gens le trouvent bizarre, personne ne considère qu'il est dangereux. Et il s'asseyait tous les soirs sur le même tabouret et se contentait de regarder les gens. Il ne parlait à personne. Il n'avait même pas l'air de s'amuser. Alors on pouvait se demander pourquoi il passait la soirée dans ces bars. Les gens le trouvaient bizarre. Mais en fait, lui était là pour chasser, pas pour discuter. Une semaine plus tard, Jeffrey Dahmer trouve sa prochaine victime devant un bar. Il s'agit de Ronald Flowers, 25 ans. Sa voiture est tombée en panne. Et c'est tout à fait son genre d'homme. Il regarde et attend. Et quand il aperçoit un homme mince et en même temps musclé, avec un torse qui l'impressionne, peu importe sa couleur de peau. Quand il a repéré une proie, il use de son charme et trouve un moyen de la ramener chez lui. Qu'est-ce qui se passe?
Il l'a convaincu de l'accompagner chercher des câbles de démarrage. C'est la batterie. Mais comme Jeffrey Dahmer n'avait pas de voiture, on sait qu'il lui a menti et que c'était un prétexte. Dès le départ, en fait, il a eu l'intention de tuer Flowers. Ils prennent un taxi jusque chez la grand-mère de Dahmer. Jeffrey, c'est toi? Il lui répond qu'il se fait une tasse de café, comme s'il était seul. Et en préparant son mélange de café et de somnifères, il tourne le dos à Ronald. Quand Dahmer a répondu à sa grand-mère « Oui, mamie, ce n'est que moi, je me fais une tasse de café et je monte me coucher », Flowers a compris que quelque chose clochait. On peut zapper le café. Juste 5 minutes, d'accord? Dahmer offre la boisson contenant les somnifères à Ronald. Et pour la première fois, il regarde son invité dans les yeux. Jeffrey, j'espère que c'est toi. Il est tard. Je suis avec un ami. Flowers a réalisé qu'il y avait un témoin à l'étage. Il s'est dit qu'il fallait qu'il parle très fort pour qu'elle l'entende. Il se fait tard. T'as les câbles ou non? Ouais, je te l'ai dit. Tu parles d'une histoire pour des câbles? On peut abréger le café et en venir au fait. Tout ce que je te demande, c'est 5 minutes. Dahmer avait l'air déstabilisé. À ce moment-là, il a insisté pour boire un café avant de retourner à la voiture. Flowers était sur ses gardes. Il surveillait Dahmer qui lui tournait le dos et ne le laissait pas voir comment il préparait son café. Pour la première fois, il a remarqué que Dahmer tremblait. Il était très nerveux et Flowers s'est demandé ce qu'il tramait. Deux jours plus tard, Ronald Flowers se réveille. Il est vivant, mais à l'hôpital. Le personnel médical lui explique qu'il a été retrouvé sans connaissance dans un champ. Son bracelet, sa chaîne autour du cou et $200 lui ont été dérobés. Et le plus troublant, son caleçon était mis à l'envers. Ce qui l'a sauvé, ça a été de parler fort pour que la grand-mère entende ce qui se passait en bas. C'est ce qui arrive quand on pense qu'on a de compte à rendre à personne. On croit qu'on peut cacher ses activités. Et alors, tout peut arriver. C'est ce qui s'est produit. À West Ellis, dans le Wisconsin, la police débarque chez Dahmer pour lui poser des questions. Il explique qu'il a bu quelques verres avec Flowers et que le jeune homme était trop ivre pour se souvenir de ce qui s'est passé. La police conclut rapidement qu'il n'y a rien d'anormal. Mais le comportement étrange du jeune homme inquiète de plus en plus sa famille. Ils sont très loin de se douter que c'est un meurtrier et la possibilité qu'il soit homosexuel ne leur est jamais venue à l'esprit. Aucun de leurs efforts pour le remettre dans le droit chemin n'ayant fonctionné, ils le forcent à déménager. À la fin de l'été, Jeffrey Dahmer s'est installé dans son propre appartement. Vivant désormais seul, il peut laisser libre cours à ses fantasmes les plus sombres sans être interrompu. Il est obsédé par les personnages de l'Exorciste et de Star Wars. Il lui donne l'impression d'être puissant et maître de sa vie. Mais derrière cette façade soigneusement construite, il est toujours aussi seul. Et dès le lendemain de son emménagement, le tueur en série sévit à nouveau. Il jette son dévolu sur un garçon de 13 ans d'origine laotienne, Somsak Sintasomphon. Santé. Cet adolescent avait 7 frères et sœurs. Sa famille était arrivée du Laos pendant la période de troubles politiques qu'a connu le pays. Dahmer suivait toujours la même tactique pour attirer ses victimes chez lui. Il les abordait, mentionnait l'air de rien qu'il avait un nouvel appareil photo et qu'il cherchait un modèle. Était-il prêt à poser pour lui pour $50 ? Hésitant au premier abord, Somsak accepte de se faire photographier. Dahmer lui offre un verre contenant des somnifères.
Enlève-moi ce t-shirt. Il l'encourage à se déshabiller. Qu'est-ce qui se passe? Somsack est terrifié. Arrêtez. Et malgré les médicaments, il réussit à se lever et à s'enfuir. Contre toute attente, Dahmer a laissé le garçon s'échapper. Il a peut-être pensé que l'argent achèterait son silence puisqu'il l'avait payé. Comme l'adolescent était un immigrant, il devait aussi se dire qu'il aurait peur de se tourner vers les autorités. Quelle que soit l'erreur qu'il ait commise, il l'a regretté longtemps. Et ça ne s'est jamais reproduit. Somsack parvient à rentrer chez lui au prix d'un grand effort et s'effondre. Son père appelle la police. Pour Jeffrey Dahmer, cette fois, il y aura des conséquences. Des agents se sont présentés chez lui. Ils cherchaient n'importe quel indice qui confirmerait le témoignage de ce garçon, c'est-à-dire que Dahmer était un pédophile. Ils ne pouvaient pas savoir que cet homme avait l'intention de le tuer et qu'il avait déjà pris la vie d'autres personnes. Dans son appartement, les policiers découvrent de la pornographie, des somnifères, un appareil photo, et de façon incompréhensible, ils ne remarquent pas le crâne de Richard Guerrero. Dahmer était particulièrement sournois avec ses crânes. Il ne voulait pas les cacher, il voulait pouvoir les regarder. Il voulait qu'ils soient exposés dans son salon. Et le seul moyen de ne pas trop attirer l'attention, c'était de les peindre pour qu'ils aient l'air d'être en plastique. Il est condamné pour attouchement sur mineur et détournement de mineur à des fins immorales. Au tribunal, Dahmer ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Sa peine doit être prononcée 4 mois plus tard. Pour la première fois, la famille de Jeffrey Dahmer, et particulièrement son père, découvre une partie de ses secrets. Il est homosexuel. Lionel Dahmer a reçu un vrai coup de massue. Non seulement son fils était homosexuel, mais en plus, il était capable de faire subir ce genre de choses à un enfant. J'imagine que Dahmer s'est senti rejeté par son père, une fois de plus. Mais la plus grande inquiétude de Lionel Dahmer n'est pas l'orientation sexuelle de son fils, c'est sa consommation d'alcool. Il redoute que Jeffrey soit alcoolique et que la boisson alimente ses comportements déviants. Il supplie les juges de l'envoyer suivre une cure de désintoxication, mais le tribunal ne donne pas suite. Il existe des campagnes de prévention contre la dépression, l'alcoolisme, les drogues, qui incitent les gens à se faire aider. Mais lui était un adolescent perturbé qui se posait beaucoup de questions sur sa sexualité et ses fantasmes potentiellement destructeurs pour les autres et pour lui-même. Il n'avait personne à qui s'adresser. Il faut essayer de comprendre les motivations de M. Dahmer et les causes de l'apparition de ces déviances pour pouvoir empêcher qu'elles surgissent chez d'autres jeunes. Peu de temps après son procès, Jeffrey Dahmer retourne vivre avec sa grand-mère. L'amour que sa grand-mère lui portait n'a jamais faibli, et je crois que c'était très important pour lui. Malheureusement, l'amour ne suffit pas à soigner ce genre de troubles mentaux. Et malgré la surveillance de la justice et de sa famille, le tueur en série va faire une nouvelle victime. Il s'appelle Tony Sears. C'était un très beau jeune homme. Il voulait être mannequin, mais il avait les pieds sur terre et il était très proche de sa famille. D'ailleurs, le lendemain soir, il devait aller dîner chez sa grand-mère pour Pâques. Je vois pas ton visage. Elles te vont bien. Dahmer séduit Tony Sears dans un bar du quartier et le ramène chez sa grand-mère. Une fois encore, il lui offre une boisson contenant des somnifères. Ce qui terrorisait le plus Dahmer, c'était le rejet. Il avait l'impression de ne pas avoir été aimé par sa mère et par son père. Il avait soif de contact humain, mais il n'était pas adapté socialement. Alors il était incapable de se faire des amis ou d'avoir un petit ami. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attirer des hommes jusqu'à son appartement sous de faux prétextes, par exemple en leur proposant de l'argent. Mais à un moment, il décidait de partir, parce que c'est ce que les gens font en général. Même quand on est amoureux, on ne reste pas indéfiniment chez l'autre. Mais Dahmer ne supportait pas que quelqu'un s'en aille. C'était bien trop difficile pour lui. Alors il a voulu faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est pour ça qu'il devait les tuer.
Le lendemain, dimanche de Pâques, pendant que sa grand-mère est à l'église, Dahmer entame son rituel pour se débarrasser du corps de sa 5e victime. Dahmer trouvait Tony Sears particulièrement séduisant. Et quand c'était le cas, il cherchait à conserver une plus grande partie du corps. Pour la première fois, il a appelé un taxidermiste pour lui demander des conseils sur la manière de conserver la chair sur les os. Avec Tony Sears, le crâne ne lui suffisait plus. Il voulait voir son visage. Il garde différents membres dans un seau d'acétone, qu'il enferme dans un petit coffre-fort. Il avait besoin de ce coffre parce qu'il n'était plus dans son appartement. Il a emporté un crâne au travail, comme ça il se sentait plus proche de la personne qu'il avait tuée. C'est le raisonnement d'une personne déséquilibrée. Et l'idée que les hommes qu'il avait tués continuaient de vivre à travers lui en était un exemple flagrant. 2 mois après la mort de Tony Sears en mai, Jeffrey Dahmer est condamné pour l'agression sexuelle de Somsak Sintasomphone. Il écope de 5 ans de prison avec sursis et d'1 an de détention dans un centre pénitentiaire avec la permission de sortir pour travailler. Il est inscrit au registre des délinquants sexuels et il lui est interdit d'être en contact avec une personne de moins de 18 ans. 10 mois plus tard, en mars, Dahmer est libéré du centre correctionnel. À sa sortie après 10 mois de prison, Dahmer était encore plus obsédé par ses fantasmes. Il nourrissait une colère et une rancœur encore plus profondes. Sa grand-mère a remarqué un changement chez lui. Il avait l'air endurci, comme si une partie de lui était morte. Dahmer a probablement perdu le contrôle de son corps en prison. Au lieu d'être le violeur, il a très certainement été violé. Il a vraisemblablement subi des abus, et cela a dû lui rappeler son adolescence, quand son corps ne lui appartenait pas en quelque sorte. À cette époque, il était très vulnérable face aux personnes qui lui faisaient du mal. Dahmer reste peu de temps chez sa grand-mère avant de réussir à trouver un nouveau logement. L'appartement 213 deviendra tristement célèbre et il s'y déroulera des actes effroyables. L'appartement 213 était l'endroit où Dahmer pouvait faire tout ce qu'il voulait, à qui il voulait. Personne n'allait plus jamais sortir vivant de ses griffes. Pour une fois dans sa vie, Dahmer avait le contrôle total de la situation. Je pense qu'il a emménagé là pour devenir invisible. Il pouvait continuer à exercer ses activités, quelles qu'elles soient. Et personne n'allait se mêler de ses affaires. Il était libre de faire tout ce qu'il voulait. La police ne venait plus dans le quartier. Ils trouvaient que ça ne servait à rien, puisque personne ne les écoutait. C'était le seul quartier de Milwaukee où tout était permis, même les comportements les plus extravagants. Des gens marchaient dans la rue en couche-culotte, sans vêtements, avec une bouteille d'alcool à la main. Pamela Bass habite l'appartement situé en face de celui du tueur en série. J'étais son ami. J'imagine qu'on peut dire ça comme ça, même si ça me fait mal de le reconnaître. Je l'ai rencontré dans l'ascenseur de l'immeuble. On rentrait tous les deux chez nous au 3e étage. Au début, j'ai cru qu'il me suivait. Il prenait le même chemin que moi et puis il s'est arrêté devant la porte en face de la mienne. Alors je lui ai dit « Bonjour, voisin ». Et il a répondu « Bonjour ». Et il a ajouté « Personne ne m'adresse jamais la parole dans cet immeuble. Je suis assez surpris que vous m'ayez parlé ». Je lui ai dit « Je pense que je suis une voisine sympa. Si vous voulez venir boire 1 ou 2 bières un soir, n'hésitez pas. » Je n'aime pas savoir que les gens sont seuls quand ce n'est pas choisi. C'est comme ça que je suis devenue son amie. Je voulais tenter ma chance dans ce quartier. En général, c'était un secteur assez calme. Il n'y avait pas beaucoup de distractions ou d'animations. Personne n'allait venir me déranger. Pour le prix, c'était correct.
2 mois après son emménagement, Dahmer repart à la chasse. Cette fois-ci, il drague un petit escroc débrouillard de 33 ans, Raymond Lamont Smith. Je pensais que t'étais un bodybuilder célèbre. Dahmer ramène Lamont dans son nouvel appartement. Il le drogue, puis l'étrangle. Ensuite, il met en scène le corps de sa 6e victime pour prendre des photos qui alimenteront ses fantasmes. Pour finir, il dissout ses os dans de l'acide et les fait disparaître dans les toilettes. À chaque fois qu'il venait chez moi, je lui demandais « Alors, tu as trouvé quelqu'un ?» Je voyais bien que les hommes défilaient chez lui et je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que je ne les voyais pas s'en aller. Je les voyais entrer, mais ils ne ressortaient jamais. La santé mentale de Dahmer se détériore et ça ne passe pas inaperçu. Lors de ses rendez-vous avec la justice ou ses séances de psychothérapie, ses interlocuteurs remarquent son aspect négligé et son manque d'hygiène, ainsi que son état d'esprit globalement agité. Quand je passais chez lui, il était généralement assis sur son canapé en train de boire des bières. On aurait dit qu'il avait perdu son meilleur ami. Alors je m'efforçais de le faire rire, je lui racontais des anecdotes drôles et quand il se mettait à rire, je lui disais « Je suis contente d'avoir égayé ta journée ». 2 semaines plus tard, Jeffrey Dahmer rencontre sa 7e victime, Eddie Smith, également connue sous le pseudonyme de Chic. Eddie Smith était une personne haute en couleur. Il se produisait sur scène en incarnant Donna Summer, la reine du disco, dans un numéro qu'il avait écrit. C'était quelqu'un d'extravagant, plein de vie et très sociable. La disparition d'Eddie fait beaucoup de bruit dans la communauté gay. Pour beaucoup, c'est la preuve que la rumeur selon laquelle des hommes homosexuels disparaissent est fondée. La sœur d'Eddie, Caroline, le cherche désespérément. Elle affiche partout sa photo et 1 mois plus tard, elle reçoit un appel étonnant. Caroline Smith attendait à côté de son téléphone que quelqu'un lui apporte des informations sur son frère disparu. Elle a décroché et son interlocuteur lui a dit « Ce n'est pas la peine de continuer à chercher ton frère. » Elle a répondu « Pourquoi ?» Et il a dit « Parce qu'il est mort. » Elle a dû encaisser le choc. Et puis elle a demandé « Comment vous le savez ?» Et il a répondu « Parce que je l'ai tué. » Et il a raccroché. D'un côté, si c'était bien Dahmer, ça ne lui ressemblait pas vraiment. Il n'était pas du genre à appeler la police et il ne persécutait pas ses victimes. En général, il n'avait pas du tout envie d'être cruel avec les familles qui avaient perdu un proche. Mais quand on se souvient qu'il adorait faire des canulars au lycée, on se dit qu'il y a effectivement une possibilité que ce soit lui. Les troubles émotionnels de Jeffrey Dahmer sont de plus en plus graves. Et son entourage remarque qu'il est très seul et profondément déprimé. Je l'ai entendu hurler « Tu vois ce que tu m'as fait faire? Regarde ce que tu m'as obligé à te faire !» Et je me suis dit « Ça commence à devenir vraiment très bizarre. » J'ai frappé à sa porte et j'ai demandé « Mais qu'est-ce que tu fiches? On t'entend crier depuis l'entrée de l'immeuble. » Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que j'appelle la police? Tu veux pas venir à la porte que je vois que tu vas bien? Il a simplement fait « Chut » à travers la porte. Et ensuite, je l'ai entendu s'éloigner vers la salle de bain. C'était la seule porte qui se verrouillait dans l'appartement et je l'ai entendu se fermer. Après ça, il a fait couler de l'eau et il n'est jamais venu m'ouvrir. Les pulsions d'un tueur en série l'assaillent de plus en plus, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus les réfréner. C'est à ce moment-là qu'il passe à l'acte. Il était seul et sa solitude lui était insupportable. Dans son cas, ce n'est pas tant l'excitation qui s'est accumulée que la solitude qui s'est faite de plus en plus pesante. Son désir d'avoir un partenaire qui ne le quitterait jamais n'a fait que s'intensifier. Et c'est ce qui est à l'origine de cette spirale meurtrière.
Je me suis entraîné à considérer les autres comme des objets de plaisir potentiel plutôt que comme des êtres humains à part entière. Ça peut paraître insensible, et ça l'est, mais c'est comme ça que je fonctionne. Dahmer continue à traquer les hommes à Milwaukee dans le Wisconsin. Et il va bientôt donner à ses rituels macabres une dimension encore plus ignoble. Il veut manger la chair de ses victimes. Au bout d'un certain temps, les crânes ne lui ont plus suffi. Posséder une partie du corps, ce n'était pas assez. Dahmer voulait se sentir tout-puissant. Il cherchait à créer un véritable lien avec ses victimes. Et surtout, il voulait se convaincre qu'elles ne le quitteraient jamais. Et dans son esprit, le seul moyen d'y arriver, c'était de les ingérer. C'était le cannibalisme. Et il a déjà choisi l'homme idéal pour son premier repas. Il s'appelle Ernest Miller, 23 ans. Ernest Miller était originaire de Chicago. Il travaillait comme serveur, mais son rêve était de devenir danseur professionnel. Alors il mettait de l'argent de côté pour entrer dans une école de danse et réaliser son rêve. Miller incarne tout ce dont Dahmer a toujours rêvé. Comme les fois précédentes, il compte droguer le jeune homme. Mais cette fois-ci, il y a un problème. Il est à court de somnifères. Il n'en a plus que 2. Dahmer voulait à tout prix que Miller rejoigne sa collection d'hommes. Il était trop attiré par lui pour le laisser partir. Mais il ne lui restait que 2 somnifères. D'habitude, il en écrasait 7 dans le verre de ses invités. Sa solution, puiser dans les compétences qu'il a acquises en tant qu'infirmier dans l'armée. Il s'est emparé du couteau le plus aiguisé de sa cuisine, s'est approché d'Ernest par derrière pour qu'il ne le voie pas venir, et lui a tranché la gorge. Pour Dahmer, cet acte était extrêmement répugnant. Ça ne le dérangeait pas de découper des cadavres, mais planter un couteau dans un homme en vie, c'était complètement différent. Mais il était prêt à tout pour le garder près de lui, y compris à faire ça. Le psychopathe met ensuite en scène le corps de sa 8e victime et prend des photos qu'il trouve excitantes. Dahmer adorait prendre des photos de ces hommes morts. La chair se décompose, mais les images sont éternelles. Il documentait le processus de démembrement. À chaque étape, il plaçait le cadavre dans des positions que toute personne saine d'esprit trouverait abominables et atroces. Mais pour lui, elles étaient bizarrement excitantes et même belles. Il tordait les corps de manière à mettre en valeur le torse, la zone qu'il préférait. Enfin, il prélève des parties pour en faire quelque chose d'impensable. Un repas. Jeffrey Dahmer s'apprête à sombrer dans l'horreur la plus absolue. Ce qui attirait le plus Dahmer chez les hommes, c'était leur torse et par extension leurs bras, la force de leurs bras. Alors ce n'est pas une coïncidence s'il a choisi un biceps pour son premier repas de cannibale. Il l'a attendri puis a ajouté de la sauce, du sel et du poivre dans la poêle. C'était la première fois qu'il ressentait une véritable connexion, un lien avec l'une de ses victimes. Et il a dit que ça avait le goût de filet mignon. Dans son esprit dérangé, M. Dahmer était convaincu que s'il ingérait des parties de leur corps, ses victimes feraient partie de lui. Dahmer destine au corps d'Ernest Miller une place de choix dans son hôtel macabre. Dahmer savait que si ces crânes étaient exposés chez lui, des gens pourraient les voir et peut-être se poser des questions. Mais s'il faisait en sorte qu'ils aient l'air en plastique ou faux, il pouvait les laisser bien en vue. D'autres personnes pourraient même les admirer.
Peindre ses crânes à la bombe, c'était comme un nouveau canular. Il imaginait un homme entrer chez lui et faire les éloges de ses crânes, sans se douter qu'il serait à côté d'eux quelques jours plus tard. Et ça le réjouissait. Trois semaines plus tard, Jeffrey Dahmer rencontre David Thomas, 22 ans, près d'un centre commercial. Il propose de le payer pour se faire photographier. C'était sa phrase d'accroche. Il l'adaptait selon qu'il pensait que l'homme était homosexuel ou pas, et selon les circonstances. Un jour, il était au centre commercial, une autre fois au bar. Mais il y avait toujours de l'argent en jeu. Et il parvenait à ses fins la plupart du temps. Il découpe aussi le cadavre. Mais comme il trouve sa 9e victime moins séduisante, il ne conserve pas ses membres et ne la mange pas non plus. Jeffrey Dahmer voulait conserver des parties du corps de ses victimes parce qu'il se sentait lié à elles. Son seul critère de sélection était son attirance physique. Mais il en voulait plus. Il voulait aussi garder ses victimes à ses côtés pour l'éternité. Alors, quand il découpait un corps, il en conservait des morceaux. Certains de ces morceaux étaient destinés à rejoindre l'hôtel qu'il comptait installer dans son appartement. Cinq mois plus tard, en février, Dahmer tue à nouveau. Sa victime s'appelle Curtis Strother. Il a 17 ans. Curtis Strother était membre d'une association de jeunes LGBT de Milwaukee. Sa famille l'avait rejeté parce qu'il était gay. Alors il avait du mal à joindre les deux bouts. Et il ne recevait aucune aide de leur part. Du coup, quand Dahmer lui a proposé $50 pour poser, il a sauté sur l'occasion. Comme d'habitude, Jeffrey Dahmer l'étrangle et ajoute son crâne à sa collection. Il s'agit de sa 10e victime. Un mois plus tard, après 5 ans sans nouvelles, il parle à sa mère, Joyce. Elle vit à Fresno, en Californie, et travaille maintenant comme thérapeute spécialisée sur le sida. Elle dit à son fils qu'elle sait qu'il est gay, qu'elle accepte et qu'elle l'aime. Elle ne s'est pas contentée d'accepter son homosexualité. Elle travaillait dans une structure qui venait en aide aux personnes qui souffraient d'une maladie associée à l'homosexualité. Elle ne le jugeait pas. Et pour la première fois, je pense qu'il s'est senti proche d'elle. Et pourtant, tragiquement, c'est cette conversation qui a déclenché chez lui une frénésie meurtrière sans précédent. Coïncidence ou fatalité, au cours des 6 mois suivants, Jeffrey Dahmer accélère le rythme de ses meurtres et repousse encore les limites de l'horreur en menant des expériences monstrueuses. Il cherche à créer des zombies.